Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous avons Abdel, webseller. Salut Youssef, De quoi tu vas nous parler, Abdel? on va parler d'SEO, on va parler d'intention de recherche et on va parler d'e-commerce. Cool. Et voilà, Cool, super. En plus, on est dans un cadre agréable avec Jean-Philippe, Ludovic et compagnie. il y a pas mal de monde du mastermind aujourd'hui. Yes, Mastermind Private. Yes. Merci à Ludo et David d'avoir organisé ça avec toute l'équipe. Ouais, il y a une très bonne ambiance aujourd'hui. En plus de ça, on est avec un super cadre et du coup, tu as bronzé un peu comme moi, donc c'est plutôt sympa, je trouve. On commence à avoir un bon teint aussi au niveau de la caméra. Yes. Ah, fini de discussion. Maintenant, tu vas balancer du lourd à toute l'équipe là parce que faut que tu balances ton expérience. Exact. 100%, Ouais. pas de Warriors. bullshit. Non. On va leur donner des tips de Warriors. Allez, c'est toi la star ce soir. On va commencer par un truc qui est tout bête, c'est à la base l'intention de recherche. Quand vous avez un e-commerce, la principale chose, c'est que vous voulez vendre, donc vous devez attirer des gens qui sont intéressés par vos produits. Et pour trouver ces gens-là, en SEO, c'est assez simple, vous avez tout simplement les mots-clés qu'ils recherchent. Maintenant, vous devez, avant d'aller directement cibler ces mots-clés-là, faire un persona et décrire l'ensemble des besoins que votre prospect a. Comme ça va vous permettre d'avoir l'ensemble des mots-clés qui sont au début éloignés de votre niche et qui au fur et à mesure se rapprochent. Une fois que vous avez compris ça, vous allez clairement pouvoir définir quels sont les mots-clés et l'intention de recherche qu'il y a derrière et savoir si au niveau de votre blog, vous allez créer des articles qui vont répondre à un besoin ou créer des articles qui vont plus informer le client des différents produits que vous vendez. Une fois que vous avez à la fois ces deux articles-là, ces deux types d'articles, vous répondez aux besoins plus lointains et plus proches de votre prospect. Ça veut dire que vous prenez votre prospect et il est dans une intention de recherche, dans un parcours d'achat beaucoup plus élevé ou éloigné qu'une personne qui va acheter comme sur Facebook Ads dès qu'il a vu votre publicité ou autre. Donc ça, c'est très important à comprendre. Ensuite, la deuxième chose, c'est qu'une fois... Parce que c'est important à comprendre parce que il ne faut pas créer des articles juste pour créer des articles, pour se dire je fais du SEO, etc. Et grosso modo, j'apporte des visiteurs sur ma boutique. Sinon, ça ne convertit pas. Et le but, c'est avant tout que vos articles, ils réchauffent, entre guillemets, les trois quarts de vos visiteurs pour qu'ils passent à l'acte d'achat par la suite. C'est pour ça que c'est important aussi dans les articles de mettre des call to action, soit sous forme de produits, soit sous forme de e-book qu'ils vont pouvoir acheter par la suite pour encore augmenter la valeur que vous donnez à vos prospects avant d'acheter. Et comme ça, vous augmentez la valeur qu'ils ont de votre site internet, c'est-à-dire la valeur perçue qu'ils ont de votre site internet. Et ensuite, ils passeront plus facilement à l'acte d'achat. L'avantage en plus de ça, c'est que vous allez pouvoir retargeter beaucoup plus facilement en faisant des événements spécifiques dans les articles et dans les blogs. Vous pouvez par exemple faire des événements Facebook qui sont liés au scroll. Vous pouvez faire des audiences qui sont dédiées aux gens qui vont tout simplement scroller 75%, 50% ou 100% de votre page. Et là, à ce moment-là, vous savez que ces personnes-là, elles ont parcouru l'ensemble de vos articles et du coup, elles sont vachement intéressées par ce produit-là. D'accord ? Donc ça, c'est pour la partie blog. Maintenant, il faut donner de la popularité à votre site internet parce que c'est bien beau d'avoir créé des articles, mais à un moment donné, Google il dit ok, vous avez créé des articles, mais il y a X milliers de sites internet qu'on en fait autant. Donc vous devez avant tout créer des articles et être expert de cette niche-là, mais il faut une popularité. Pour ça, il n'y a rien de mieux que d'acheter des sites internet expirés, des noms de domaine, expirés. Pourquoi ? Parce que les noms de domaine expirés, ils ont avant tout une ancienne popularité. Cette popularité, elle est connue de Google. Et quand votre site internet, à vous, qui arrive sur le marché, va être mis en concurrence avec un site internet qui a déjà pignon sur rue, qui est là depuis X temps sur Google, forcément, vous ne ferez pas le poids. Donc ça, clairement, c'est le principal problème quand vous voulez ranker sur Google. Et pour, on va dire, remédier à ce problème, vous achetez un nom de domaine expiré, qui est safe, c'est-à-dire que vous allez, par le biais de diverses techniques, regarder l'ensemble des métriques de ce nom de domaine-là. Et ensuite, vous allez faire soit une redirection vers votre site internet, et Google va comprendre qu'en fait, l'ancien site internet a entre guillemets revécu, a ressuscité, et de ce fait, c'est ce nouveau site internet-là. Et le nouveau site internet, c'est le vôtre, forcément. Donc vous gardez un nom de domaine propre,
donc avec votre branding, etc. Mais l'ancien site internet, vous récupérez sa popularité et vous l'utilisez à bon escient pour votre site internet. Et ça, c'est vraiment la grosse puissance des sites internet expirés et la principale faille actuellement de Google. Le truc, c'est que un nom de domaine expiré, quand vous allez acheter par exemple de la publicité Facebook à hauteur de 1K, eh ben, vous pouvez avoir la même puissance en SEO pour 15 balles. Pourquoi ? Parce qu'un nom de domaine expiré, ben, c'est le prix de juste un nom de domaine. Donc ça peut partir de 8 euros. Moi, j'en achète jusqu'à 200, 300 dollars quand c'est aux enchères. Mais l'avantage des noms de domaine expirés, c'est qu'avant qu'ils soient aux enchères, vous pouvez les précommander. Et dans les noms de domaine expirés, tous les jours, tu as 30 cas de noms de domaine qui expirent. Donc dans n'importe quelle niche, vous êtes sûr de trouver le nom de domaine qui est en adéquation avec votre niche ou votre hyper niche ou en tout cas votre domaine au niveau du site internet. On a moyen de savoir justement par rapport à ce nom de domaine expiré, combien de temps il a duré avant qu'il soit... Bien sûr. Alors là, il y a un super truc, c'est que il y avait un projet d'une université américaine qui a été créé et il y a eu un site internet dédié à ce projet-là qui s'appelle archive.org. Et du coup, quand tu mets le nom de domaine expiré, tu peux voir tout ce qui a été fait sur le site internet tel qu'il était à l'époque, tel qu'il était il y a 10 ans, 5 ans, etc. Et il suffit juste de taper le nom de domaine expiré qui t'intéresse dans archive.org et tu vas avoir l'antériorité, tu vas avoir la fameuse sauvegarde de ce site internet-là tel qu'il était à l'époque. Une fois que tu as fait ça, tu as juste à récupérer du coup, le nom de domaine, l'acheter s'il est disponible, t'assurer qu'il n'y a pas un Chinois qui a vendu des Nike dessus par la suite pour profiter de la puissance SEO du site. Et ensuite, tu sais qu'il est safe, tu fais une redirection 301 sur ton site internet, et puis voilà, l'histoire elle est jouée. Ok Youssef ? Yes. Alors tout à l'heure, tu as parlé de persona. Ouais. Donc après, tu as sauté une étape. Comment définir un persona ? Donc je pense que quand tu dis persona, c'est avatar client. Tout à fait. Donc il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à déterminer quel avatar client cibler dans la niche ou par rapport à leurs produits. Donc est-ce que tu aurais des tips pour, Je pour pense le définir ? que c'est assez similaire avec Facebook pour le coup. Mais moi j'ai mon tips à moi et je vais vous le donner. En général, je vais chercher des influenceurs Instagram qui sont directement dans cette niche-là. Et ce que je fais, c'est que je regarde leur audience et surtout, je vais discuter avec eux. Et croyez-moi que quand vous leur donnez 50 euros, 100 euros, juste pour avoir une discussion avec eux et pour leur dire voilà, je me lance dans cette niche-là, j'aimerais tes conseils et je voudrais ton expertise, ils sont enclins à vous écouter et à vous donner des tips, notamment sur leur niche. L'avantage, c'est quoi ? C'est que eux, ils n'ont rien à perdre parce que grosso modo, vous ne faites pas de placement de produit ou quoi que ce soit avec eux. Et en plus de ça, il y a une certaine confiance qui s'instaure. Pourquoi ? Parce que tout simplement, vous venez vers eux. Et ça, c'est assez pratique parce que moi, pour le SEO, quand je vais vers une niche, je leur dis, voilà, on veut faire de la qualité, c'est pour ça qu'on passe par vous. On aimerait vraiment définir avec vous quels sont les besoins de la niche et surtout des gens qui vous suivent. Moi, c'est mon petit tips perso. Après, au-delà de ça, le mieux, c'est quand même de se faire une belle fiche et de prendre de A à Z les différents profils qu'on pourrait avoir en tant que vendeur, enfin en tant qu'acheteur, pardon, sur notre site internet. Et là, on se rend compte qu'il y a toujours, dans n'importe quelle niche, une tranche d'âge qui ressort. C'est fatidique. Et en général, ça représente 70 à 80% de nos acheteurs. Voilà. Je pense que c'est peut-être assez à comparer, c'est assez similaire avec la loi de Pareto, mais à ce niveau-là, tu es sûr que tu as 80% de cette tranche d'âge-là qui va venir acheter sur ton site internet, qui va être ta cible. Une fois que tu as target cette tranche d'âge-là, il faut aller un peu plus loin et savoir quels sont les besoins. Pour ça, en SEO, il n'y a pas mieux que les forums. Parce que sur les forums, il y a diverses questions. Et quand vous regardez les topics les plus chauds, vous avez juste à filtrer en fait les topics les plus chauds et c'est ceux qui remontent en général. Mais là, on se rend compte que les principales questions, elles sont liées souvent à un besoin. Et là, vous n'avez plus qu'à répondre à ce besoin-là. Et surtout, vous allez définir les gens qui sont le plus chauds dans ces forums-là. Ceux qui postent le plus sur le topic, c'est souvent les gens qui ont un besoin, qui veulent exprimer leurs besoins et qui ont un gros problème. Et vous, quand vous allez définir ces gens-là, c'est-à-dire que vous allez regarder leur profil, leur âge,
Qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils se connectent souvent? Est-ce que ces gens-là, ils ont déjà acheté ou non sur Internet? C'est très facile. Vous créez vous aussi un profil sur ces forums-là et vous répondez aux besoins de ces personnes-là par d'autres questions. Il faut toujours renchérir sur un forum. C'est comme ça que l'interaction se crée. Et surtout, quand vous arrivez dans un forum, la première chose à faire, c'est vous présenter. Et ensuite, c'est très facile de commencer à connaître son domaine et savoir exactement ce dont ont besoin les gens, quoi. En tout cas, moi, c'est comme ça que je procède. Après, c'est vrai que sur Facebook, Youssef, il a des techniques un peu plus poussées parce que l'audience, elle est vraiment plus large et du coup, on a besoin de cerner par le biais d'intérêts, par le biais de géologues, par le biais de, on va dire, des pages qu'ils ont likées, des choses comme ça. Et du coup, ça nécessite peut-être un peu plus d'expérience ou de métriques à maîtriser. Mais bon, je pense que là, tu peux nous en dire plus. Yes. Je ne m'attendais pas à ça. Donc, en fait, sur Facebook, pour trouver son avatar client, il y a 2 principes. Soit vous avez déjà à peu près l'idée de quel âge où la personne se trouve, ou bien vous ciblez large. Vous ciblez large. Vous prenez les plus grosses audiences, vous ciblez l'intérêt principal, voire une boutique où la personne va acheter ses produits, et vous regardez ce qui se passe. Au bout de 24 heures, vous allez avoir beaucoup d'informations dans la mesure où vous allez dépenser beaucoup d'argent. Moi, je dis toujours, si vous voulez avoir rapidement votre avatar type, il faut dépenser entre 200 et 300 euros dans la journée. Comme ça, au moins, vous allez avoir qui clique, qui achète, qui regarde les vidéos. Et à partir de là, vous allez pouvoir peut-être optimiser. Donc, l'optimisation, c'est encore Notre step. c'est notre step. On ne fait pas ça au bout de 24 heures si tu clair. veux. Ça demande encore, je dirais, 48 à 72 heures pour commencer l'optimisation. C'est-à-dire créer différents adsets avec les différents âges et les différents intérêts qu'ils pourraient aussi aimer. Je rebondis sur ça parce que C'est ça, parce que sur Google Keyword Planner, tu as la possibilité aussi d'aller cibler, grosso modo, les différentes personnes qui pourraient acheter sur ton site internet. Et ça, c'est vachement intéressant ce qu'il vient de dire. C'est parce que lui, quand il va cibler, par exemple sur Facebook, tu peux aussi faire la même chose via le Google Keyword Planner. Tout simplement parce que tu as 2 parties sur le Google Keyword Planner. La première, c'est rechercher une idée autour d'un mot-clé. Et la deuxième, c'est valider grosso modo ce mot-clé avec les volumes de recherche et tous les métriques qui vont avec. D'accord ? Quand tu commences à avoir un mot-clé, tu sais que tu as plusieurs mots-clés qui en découlent. Donc ce mot-clé-là, tu le prends, tu vas dans Answer the Public par exemple, qui va te récupérer l'ensemble des questions que les gens se posent. Et là, de suite, ça te permet de peaufiner ton avatar client. Tu vois ? Au-delà du fait que tu connais la tranche d'âge, tu sais grosso modo qui c'est qui va acheter chez toi et quels sont leurs besoins. C'est pour ça que tu vas écrire par la suite des articles. Mais Answer the Public, lui, il va encore plus te permettre de te positionner au niveau de la niche et de connaître ton avatar en récupérant l'ensemble de ces questions-là et ensuite de valider les questions auxquelles toi tu peux répondre par le biais d'un produit ou d'un article de blog. Et une fois que tu as validé ces questions-là, tu les as extraites au format CSV, tu checkes toutes les questions et tu te dis bon, ces questions-là, peut-être qu'elles sont intéressantes, peut-être qu'elles n'est pas intéressante. Pour valider cette question, c'est quoi à ton avis qui pourrait quel KPI pourrait te permettre de valider cette question? Un seul, le volume de recherche. Donc tu récupères l'ensemble de ces questions-là et ensuite tu les passes soit dans le Google Keyword Planner si tu as un compte qui a déjà débloqué les volumes de recherche précis, soit tu vas sur searchvolume.io, tu récupères ces questions-là, tu mets copier-coller, il va te sortir les volumes de recherche et tu te dis bon cette question-là, la première elle fait 1000 recherches mensuelles, celle-là je dois la traiter en priorité parce que je sais que là il y a du trafic dessus. Voilà. Et... tu parles de blog. Il y a une stratégie que j'avais déjà parlé il y a quelques années de ça, mais je constate que malgré tous mes efforts auparavant, parce que je ne le fais plus, mais avant je le faisais beaucoup, c'est-à-dire que je recommandais souvent d'écrire un article de blog et afin de drainer du trafic vers cet article de blog, et puis après faire de la suggestion, disant si ce pantalon yoga vous plaît, voici où vous pouvez l'acheter. Donc la personne elle clique, et puis après elle achète ou pas. Est-ce que c'est une stratégie que tu recommandes? Est-ce que c'est une stratégie qui marche toujours?
Alors, il faut peaufiner la chose dans le sens où maintenant les gens ils sont habitués aux sites d'affiliation, ce qu'on appelle les MFA, c'est-à-dire qu'il y a énormément de référenceurs qui font des sites où c'est le guide d'achat de tel produit, le top 10 de tel produit, la sélection de la rédac, le banc d'essai du site, etc. Quand tu fais ce genre de choses, tu es obligé d'avoir l'ensemble des informations sur le produit. Et toi, quand tu arrives dans une niche, souvent, ce n'est pas le cas. Et souvent, tu dois être, toi, à la recherche d'informations pour être déjà expert. Parce qu'on dit souvent que celui qui est expert, c'est peut-être celui qui a 10% d'informations de plus que les autres. Mais en soi, si tu veux avant tout appliquer cette technique-là, la principale chose, c'est même plus le contenu de l'article, c'est le CTA, le placement du CTA. Il est très important. C'est-à-dire qu'à partir du moment qu'on voit son article, on se rend compte que les 3/4 des gens, ils ne scrollent pas. Pourquoi ? Parce que juste les 3 premières secondes de la visualisation de l'article, ils se rendent compte qu'il n'y a pas forcément une image qui est attrayante. Donc l'illustration ne les invite pas à aller de suite lire. Le titre, il est très important parce que le titre, souvent, ça doit répondre à la question par le biais d'une question. Ça doit être souvent accompagné d'un chiffre parce que forcément, ça incite plus au clic. Et une chose importante, le call to action, il doit être là, il doit être visible. On doit pouvoir de suite comprendre que cet article-là répond aux besoins et qu'on a la solution. Une fois que tu as ça, tu sais très bien que cette stratégie-là va fonctionner. Par contre, si c'est pour faire des pavés, comme on faisait à l'époque, et inciter à un moment donné à dire je crois que finalement j'ai le produit et je vous invite à cliquer dessus, en général, s'il est surtout à la fin de l'article, ça ne fonctionne pas souvent. Maintenant, moi, ce que je conseille, c'est vraiment d'aller dans les forums et récupérer l'ensemble des questions pour justement traiter ces questions-là. Parce que là, on sait très bien que l'article, il sert à quelque chose parce qu'il y a un volume de recherche, donc il y a des gens qui sont intéressés. Si c'est pour faire de l'article et, entre guillemets, engager le client parce qu'on a ce produit-là à vendre, des fois, on fait un flop, quoi. Yes. Okay. C'est clairement le problème, quoi. D'accord. Et au niveau de l'affiliation ? Au niveau de l'affiliation, je vous ai donné, on va dire à 50% la technique. C'est d'avant tout créer un site internet qui va accompagner les gens pour être un guide d'achat. Pourquoi ? Parce que c'est la meilleure solution pour faire de l'affiliation. Les gens, le problème en France, c'est que clairement, quand tu dis clique là pour acheter là, les 3/4 des gens, ils sont assez méfiants. Pourquoi ? Parce qu'on a cette culture-là. Le problème, c'est que si tout le monde fait ça, clairement, plus personne n'achète via les sites d'affiliation. Donc la meilleure technique, c'est d'être un guide, un expert ou le choix de la rédac. En tout cas, accompagner le client vers le plus d'informations et ce qu'on va faire avec un influenceur où on va mettre le produit en scène, en avant, etc. Au même titre que tu le fais pour un influenceur, là tu le fais via, entre guillemets, du blogging, parce que ça reste une partie, une évolution du blogging pour moi l'affiliation, parce que c'est basé souvent sur un WordPress. Pourquoi ? Parce que c'est forcément le CMS qui rentre le mieux si tu veux faire ce genre de choses. Donc déjà, il faut monter en compétence si tu veux faire de l'affiliation en créant un petit WordPress, en commençant à mettre en place des plugins d'affiliation qui te mettent notamment des tableaux comparatifs. Parce que le but de l'affiliation, c'est que toi, de toute façon, tu vas pouvoir mettre en avant 3, 4, 5, 10 produits. Au final, le client, s'il achète, il achète parce qu'il a le choix et surtout, toi, tu l'as guidé vers le choix. Voilà. Et ensuite, tu l'accompagnes vers le site qui est le plus connu en France en termes d'e-commerce, c'est Amazon. Et forcément, le taux de conversion. Pourquoi les gens font de l'affiliation Amazon ? Parce que c'est là où il est le plus optimisé. Parce qu'il y a toute une équipe derrière qui font de l'A/B testing, qui regardent si tel call to action il va bien là, etc. Et de ce fait, si tu fais de l'affiliation, tu draines du trafic vers Amazon, Amazon convertira tôt ou tard. Oui, parce qu'il y a la confiance. Il y a la confiance. Tout le monde a confiance en Amazon, surtout qu'il y a aussi Amazon Premium. Ouais, tu peux te faire livrer en 24 heures, en 24-48 heures. Il y a tellement d'avantages à travailler avec Amazon. Alors moi, ça me fait penser que j'avais fait un projet quand j'étais en licence. Et c'était un projet d'affiliation orienté à Amazon. Et on devait trouver un partenaire international. Et moi, j'avais choisi Amazon International avec Amazon Allemagne, Amazon machin. Du coup, j'avais fait un site d'affiliation, alors que je ne connaissais rien à Internet. J'avais créé le site sous PHP.
les CSS et je connaissais rien du tout. Comme tu savais coder quand même. Non, j'ai créé 4 pages. Ouais. Mais du coup, on pouvait référencer, et on pouvait mettre en avant les produits et faire de l'affiliation. Cette histoire, elle a plus de 10 ans. Mais c'est pour vous dire que j'avais tapé 1000 en fait dans la confiance. Quoi. C'est vrai qu'Amazon, c'est l'un des meilleurs sites pour faire l'affiliation. Le problème, c'est que il faut, comme il a dit tout à l'heure, il faut travailler le SEO. Ça, c'est indéniable. Si vous ne travaillez pas le SEO, Amazon, ce ne sera pas intéressant à travailler avec eux parce qu'il faut drainer beaucoup de trafic. Si on ne draine pas beaucoup de trafic... Ouais, parce que les marges, elles sont très faibles. Voilà. Faut savoir que tu es de 1% jusqu'à 9% pour les produits. Maintenant, tout dépend des niches. Par exemple, si tu vas faire de l'high-tech, ça sert quasiment à rien parce que tu gagnes peanuts. Il faut savoir aussi une chose, c'est que les compétences SEO, là où tu en as besoin le plus, c'est quand tu fais de l'affiliation sur des produits physiques. Pourquoi ? Parce que tous les référenceurs de France, c'est leur business model. Ils ne savent pas faire autre chose que ça. Maintenant, il y a des gens qui font de l'affiliation sur d'autres produits. Tu peux faire de l'affiliation sur du produit numérique, avec OneTPE et toutes les régies qui vont avec. Tu peux faire de l'affiliation, comme moi, j'ai commencé à faire sur les services hôteliers, en vendant notamment des nuitées par le biais de Booking, Expedia ou des comparateurs. Moi, par exemple, je passe par Hotel Combined. C'est un comparateur de chambres d'hôtel. Je monte un WordPress. Ce WordPress, il est dédié à une ville. Et sur la ville, je vais balayer toute la niche de la ville par le biais des différents lieux à visiter, les différents musées ou endroits où est-ce qu'on peut sortir, les restaurants qu'on peut aller, où on peut aller manger et réserver, et ainsi de suite. Et tout ça, en fait, on se rend compte qu'on devient aussi un guide et un expert. Pourquoi ? Parce que quand tu fais ce genre de site internet, tu fais de l'affiliation en gros sans trop le savoir. Pourquoi ? Parce que tu ne vas pas faire que de l'affiliation sur la chambre d'hôtel. Tu vas pouvoir aussi faire de l'affiliation sur la réservation du resto. Tu vas faire de la réservation sur le taxi, sur Auto Europe par exemple pour la personne qui va réserver du coup une location de véhicule, et ainsi de suite. Et ça, c'est beaucoup plus rentable à mon sens que faire de l'affiliation juste sur des produits physiques. Parce que quand tu fais de l'affiliation sur des produits physiques, sur Amazon, le cookies, 24-48 heures maxi. D'accord ? Maintenant, c'est plus 24. Mais si tu fais un add to cart, si tu fais un ajout au panier, ça monte à 90 jours aux États-Unis. En France, ils ont limité ça, ils ont dit bon, ça ne marche pas. Nous, on se limite uniquement à 24 heures. Ça veut dire que clairement, si la personne, elle achète ce produit-là, qu'est-ce que tu fais ? Tu l'as que pour 24 heures et que tu as l'affiliation que sur ce produit-là. Si tu vas acheter, par exemple, c'est ce que font souvent les SEO, c'est-à-dire qu'ils mettent en avant vraiment leur site internet en affiliation. Et pendant les périodes de Noël, les gens achètent leurs cadeaux aussi sur Amazon. Mais avant, c'était la fête au village parce que tout le monde gagnait de l'argent grâce à ça. Maintenant, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pondéré en fait toutes les commissions qui étaient sur des produits autres que ce que met en avant le site d'affiliation. Et du coup, les commissions d'affiliation, elles ont chuté. Au même titre que Rue du Commerce dernièrement, qui sont quasiment au bord de la faillite. Rue du Commerce, là, ils ont eu des extensions de fonds grâce aux banques qui ont grosso modo un peu poussé la vie du site internet encore quelques temps. Mais c'était pareil, ils avaient un problème d'affiliation, c'est-à-dire qu'ils avaient des grilles d'affiliation qui étaient très élevées. Les SEO en ont profité, ça a vampirisé entre guillemets le trafic et Rue du Commerce est devenu dépendant de ces SEO-là. Voilà. Bon, ça c'était la petite parenthèse. En tout cas, pour l'affiliation, vous pouvez faire de l'affiliation sur des produits numériques, de l'affiliation sur des leads d'assurance par exemple. Vous pouvez faire de l'affiliation sur, comme je vous ai dit, les services hôteliers ou d'autres services. Vous pouvez faire tous les secteurs sont touchés réellement, parce que tu peux faire de l'affiliation aussi sur toutes les prestations de réservation de spécialistes. Et maintenant, ça, c'est à prendre en compte, parce que c'est encore des niches qui ne sont pas énormément exploitées. Et le problème des gens, c'est qu'ils focus sur les produits physiques, et là, il y a déjà énormément de référenceurs dessus. Après, vous pouvez faire aussi de l'affiliation par le biais des réseaux sociaux. Mettre en avant des logiciels. C'est leur pulse. C'est leur pulse, par exemple. Voilà. AdSpy. Je vous mettrai le lien en dessous de la description. Voilà.
y a des gens, je vous en parlais tout à l'heure, qui mettent en avant buy the roll, etc. parce qu'il y a des affiliations avec plusieurs paliers, parce qu'ils savent très bien que c'est rémunérateur, parce qu'ils vont mettre ensemble un certain nombre de gens, et puis ces personnes-là, eux aussi, vont créer des affiliés, et ainsi de suite. Voilà. Mais là, on se rapproche plus des systèmes de MLM, par exemple. Mais si vous voulez rester dans l'affiliation pure, ben, c'est créer un site internet, essayer d'apporter vraiment un maximum de valeur ajoutée à vos visiteurs pour qu'ils puissent passer à l'acte d'achat. C'est vrai qu'il y a une vide, en tout cas tout ce qui est logiciel, en plus je t'en avais parlé JP, de faire de l'affiliation, par exemple vous travaillez tous sur Shopify, et en fait vous pouvez faire de l'affiliation sur les applications, sur toutes les applications quasiment, vous pouvez faire de l'affiliation, que ce soit Klaviyo, Zipify, etc. Vous en connaissez une tonne à force de voir des lives et des vidéos. Si vous créez un blog sur Shopify et les applications, et que vous donnez de la valeur, les gens ils vont passer par vos liens affiliés et vous allez toucher des commissions. C'est un truc tout bête. Ouais. C'est un truc tout bête parce que déjà vous connaissez, ils connaissent, tout le monde connaît Shopify et les applications. Et il y a toujours des personnes qui ne savent pas faire, par exemple, je donne un exemple, il y a des personnes qui ne savent pas faire de l'email marketing. Donc vous faites des articles tout bêtes. Comment réaliser des campagnes d'email marketing ou comment réaliser des campagnes de paniers abandonnés. Et il y a des gens qui recherchent sur Google ces mêmes requêtes-là. Et du coup, ils vont arriver sur les pages. Après, on peut aller plus loin. Quand tu es dans cette réflexion-là, tu peux carrément récupérer, par exemple, l'ensemble des questions qui sont posées sur YouTube autour des produits que vous voulez mettre en affiliation. Vous voulez promouvoir. Donc, par exemple, il y a des gens qui vont marquer comment paramétrer Klaviyo. Et si vous répondez par le biais de petites vidéos au sein, par exemple, de votre blog et que vous faites une petite chaîne à côté, uniquement dédiée à ça, clairement, la personne elle va être contente. Déjà, vous allez résoudre son problème et en plus de ça, elle sera contente de passer par votre lien d'affiliation. Moi, il y a des gens, j'ai résolu leur problème, ils m'ont dit, fais-moi un lien d'affiliation, je veux passer absolument par toi pour telle ou telle chose. Et ça, c'est vachement intéressant parce que du coup, c'est gagnant-gagnant. Voilà. Et c'est clairement comme ça qu'il faut l'aborder parce que quand vous êtes sur ce genre de process, les commissions d'affiliation, c'est pas du one-shot, contrairement aux produits physiques sur Amazon. Si vous êtes sur de l'affiliation et que la personne elle prend un abonnement, vous gagnez de l'argent tous les mois. C'est pas Youssef. Ça dépend lesquels. Ça dépend lesquels. Par exemple, AdSpy, c'est 3 mois. Ouais. ASLR Pulse, c'est tant que le client Tant il que reste, la personne reste, reste abonné. Exactement. Voilà, chaque logiciel ou chaque application a ses conditions. La majorité, c'est ad vitam aeternam. Tant que l'internaute il reste affilié, les commissions tombent. Ouais, c'est clair. Autrement, il y en a d'autres où l'affiliation est beaucoup plus intéressante sur le montant en fait, du paiement. Par exemple, AdSpy, c'est $150. Donc, ils savent très bien que les gens ne vont pas rester à vie. S'il reste rien que les 3 premiers mois, ils donnent les 3 premiers mois. Après, s'il reste 10 ans... Après, je pense que le problème, il est surtout lié au montant en fait, du logiciel ou aux besoins auxquels il répond. C'est ça. Voilà. Et après, au bout d'un moment, ça serait plus rentable pour eux de reverser des commissions tout le temps. Quoi. Voilà. Et voilà, donc c'est pour ça que c'est vrai que l'affiliation, il y a beaucoup de personnes qui pourraient en profiter en parallèle d'un business qui monte. Ça permet grosso modo de séparer, de ne pas mettre les œufs dans le même panier, parce que vous pouvez faire de l'e-commerce, vous pouvez faire de l'e-commerce avec du stock ou du dropshipping, etc. À côté de ça, rien ne vous empêche de faire de l'affiliation, de commencer à déléguer dès le départ ce genre de choses parce que vous êtes focus sur vos e-commerce et ça va vous permettre de rentrer des revenus complémentaires à ce que vous faites, quoi. Et clairement, à mon sens, c'est vraiment quelque chose à faire. Moi, en tout cas, je le fais. Je sais que Youssef, il le fait aussi. Et les 3/4 des gens qui sont maintenant indépendants sur le net, ils le font, quoi. Pourtant, moi, je détestais l'affiliation. Ouais. Et d'ailleurs, c'est dans le bon sens, donc c'est... Ouais, mais il y a plein de partenaires à qui... Tu vois, t'as Azameo, t'as Chabot, t'as un autre qui veut faire la comptabilité, les factures. Ils arrêtent pas de m'harceler. Donc, est-ce que vous avez des questions concernant l'affiliation, le SEO ? Est-ce qu'il y a des choses qui bloquent au niveau du SEO dans votre site que vous ne comprenez pas ? Abdel est là, c'est fait pour. Hein. Si vous n'arrivez pas à comprendre, par exemple, le titre de la page produit avec la balise title SEO ou comment faire des liens. Au pire, on leur fait un module chez toi. Hein ? On leur fait un module chez toi. Des modules. Le problème, c'est que les vidéos, les gens ne regardent pas. C'est
ça le souci, ouais, clairement. Ils aiment bien le workshop, l'interactivité. Ils aiment bien quand ils peuvent avoir des réponses à leurs questions et que le temps qu'ils vont employer, il y aura des vidéos ici, des vidéos là-bas, les gens n'aiment pas. Bah, après, je vais te dire, pour schématiser un peu une boutique Shopify, qui à mon sens devrait tourner, c'est quoi? Bah, c'est principalement des titres qui sont orientés SEO, donc avec les bons mots-clés. Mais ça, quand je vous dis ça, c'est assez vague. Pour être un peu plus précis, ben, c'est tout simplement la page produit doit contenir le nom de votre produit et surtout doit contenir la niche ou en tout cas le mot-clé principal que vous voulez viser. Ensuite, quand vous êtes sur votre balise H1, elle doit être différente de votre fiche produit, de votre balise titre, pardon, donc de votre titre. L'ensemble des balises, vous ne devez pas avoir une balise H5 derrière une balise H1, etc. Ça doit être structuré au même titre que vous faites une dissertation. Donc introduction, développement, conclusion, H1, H2. Si vous avez des sujets que vous avez entre guillemets envie de développer, H3, H4, etc. Et ensuite, si vous êtes à H4, vous redescendez à H3 et vous revenez sur une H2. Et voilà. Et quand vous faites une balise à chaîne, quand vous détectez et que vous vérifiez l'ensemble de vos balises, ce qu'il faut faire, c'est s'assurer de cette chronologie-là et d'avoir toujours une balise H1. Pourquoi ? Parce qu'aux yeux de Google, c'est votre sujet principal. Voilà. Après, sur votre site internet, si vous avez le triptyque, c'est-à-dire le Google PageSpeed qui est en dessous, à mon sens, de 3 secondes 5, vous êtes sur un super score. Si vous êtes en dessous de 4 secondes, pour moi, c'est vraiment le minimum syndical. Ensuite, optimisez les images, votre contenu et les balises à chaîne. Et là, vous avez déjà, on va dire, vous êtes déjà dans dans les bonnes settings ou en tout cas les bons réglages à avoir pour avoir une boutique qui rank. Au-delà sans parler du côté popularité. Et avec quoi ils testent la vitesse du site ? Alors, ils testent avec Pingdom Tool, Google PageSpeed. Ils peuvent tester aussi avec GTmetrix. Et notamment, il y a un super onglet qui s'appelle Waterfall qui permet, grosso modo, de connaître la chronologie de chargement de votre site internet avec les différents fichiers. Donc, les fichiers JavaScript, les images, les différentes requêtes à la base de données et le code HTML, etc. qui va se charger. Et vous savez exactement quel est l'élément qui vous prend le plus de temps à charger. Voilà. Et ça, c'est important parce que vous pouvez détecter grâce à cet onglet-là les points bloquants de chargement sur votre site internet. Voilà. Ah oui, j'avais une question super intéressante parce qu'on parle souvent de compresser les images, etc. Et je vois encore des personnes avec des images avec 3,5 MO. Moi, je trouve ça super lourd. C'est énorme. Est-ce que quelle est la taille idéale en fait d'une image ? Moi, à mon sens, si tu veux être sur Shopify, le minimum syndical, c'est 800 px sur 800 px. Ça, c'est la base même. Après, vous pouvez passer toutes vos images sur TinyJPG et TinyPNG. Évitez d'utiliser CrushPix, Bulk Image, etc. Parce que c'est des applications qui ne vont pas forcément aller optimiser l'ensemble de vos images. Mais le petit tips que vous avez à avoir, vous savez, c'est quoi ? Vous êtes sur votre boutique Shopify, vous avez votre thème. Une fois que vous avez fini votre thème, vous allez exporter votre thème, donc au format zip, et ensuite vous allez récupérer l'ensemble de vos images, vous les mettez dans TinyJPG, il va accepter jusqu'à 20 images en instantané, il va tous vous les optimiser, et ensuite vous les réinjectez vous les recopiez-coller dans votre thème, vous le remettez au format zip, et vous le remettez sur votre Shopify. Et là, vous avez votre thème qui est entièrement optimisé. Ça, c'est du lourd, ça. Ça, c'est du lourd. Et du coup, juste... Tu sors le thème et tu le remets... en fait, tu réduis pas la taille au début, tu les réduis pas une par une, mais en fait, tu fais ton site et après, tu sors le site et tu le mets directement sur... Ok. Voilà. Et là, les images du dossier. Tu sors les images du dossier, images de Shopify, okay. Et tu les passes sur le site... Ça t'évite de payer une application et les prochaines images produits que tu vas avoir, tu n'as plus que celle-là à optimiser. Et tout ton thème, il est optimisé déjà. Okay. C'est quel site pour la compression ? TinyJPG et tu as la version pour les fichiers PNG qui s'appelle TinyPNG. Comment tu l'écris, TinyPNG ? C'est le truc avec le panda. T-I-N-Y, ouais, c'est le panda. T-I-N-Y, avec le panda. Tu mets TinyPNG panda sur Google, il sort. Et ça te permet d'augmenter grandement la vitesse de ton site parce que les 3/4 du temps, c'est souvent les images. Après, le problème des gens, c'est que quand ils font un test d'optimisation,
ils se disent ça charge lentement ou le site est trop gros. Pourquoi? Parce qu'avant ça, ils ont testé 25 applications sur le même site internet et se rendent compte qu'il y a encore énormément de bouts de code sur leur Shopify qui date de quand ils ont installé Ricart. Après Ricart, ils ont testé, je sais pas, mon ManyChat. Après, ils ont testé Tidio pour le chat. Après, ils se sont rendus compte que ça marchait pas. Ils sont passés sur encore un autre truc et ainsi de suite. Et au final, quand on teste, on regarde qu'au niveau du chargement, le site Shopify, il appelle 25 applications qui sont même plus sur le site, quoi. Il faut avoir un site de test. Il faut avoir un site de test. C'est gratuit. C'est gratuit. Soit vous ouvrez un compte Shopify Partner, soit vous utilisez une adresse mail et vous ouvrez une boutique Shopify gratuite et vous testez les applications sur d'autres sites. C'est aussi simple que ça. Ça ne demande pas une énorme compétence. Il suffit juste de tester les applications qui vous plaisent et ensuite vous les implémentez sur votre site. Voilà. Comment on fait pour nettoyer un thème? Ou du moins, Alors comment tu fais pour nettoyer un thème? Tu commences déjà par ce qui en général prend le plus de temps, les images. En deuxième lieu, le JavaScript. Tu vas lister l'ensemble du JavaScript, des fichiers JavaScript qui sont chargés dans ton thème. Pour ça, c'est très simple. Sur Pingdom Tool, tu peux, au chargement, filtrer les JavaScript. Et dire, voilà, je veux que tu me montres l'ensemble des JavaScript qui sont chargés par mon site internet. Et là, tu vas avoir tous les fichiers JavaScript. Et là, tu vas te rendre compte que, naturellement, les fichiers JavaScript portent le nom des applications. C'est un peu logique. Et de ce fait, tu sais si l'application... tu l'as sur ton site ou pas. Et à ce moment-là, tu vas directement dans ton code, thème.liquide, tu fais CTRL F, tu recherches le nom du JS qui est appelé, tu le supprimes, et voilà. Et pour éviter de faire des conneries en amont, parce que tu as, voilà, avant d'aller supprimer le fichier JavaScript, tu télécharges un joli logiciel qui s'appelle Notepad++. Voilà. Ça, c'est sur PC. Si tu es sur Mac, tu utilises Brackets. Voilà, c'est un logiciel de codage c'est un éditeur entre guillemets. Et tu vas prendre ton fichier thème.liquide, copier-coller, donc tu fais CTRL A, copier, tu le mets sur Brackets, comme ça tu as une version de sauvegarde, ou sinon directement sur Shopify. Ou sur un Word tout simplement. Ouais, voilà. Non, sur un Word, sur un Word, tu auras des problèmes souvent de formatage d'édition. Sur un Voilà. Notepad plutôt. Voilà. Sur Notepad++, t'es tranquille, c'est safe. Ok, est-ce que vous avez une dernière question? Moi j'en ai des questions, mais je ne veux pas l'épuiser de suite. Non, il n'y a pas de souci. Est-ce qu'on fait une pause? Non, merci bien, Abdel. C'est pas fini, moi on fait cuisiner encore là. Ok, alors on va faire une pause, tu peux couper? Allez, Merci.